Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et après une petite entre guillemets longue pause, c'est vrai, avec Noël, le CES ensuite qui nous a pris beaucoup de temps et puis je suis revenu du CES pour tout vous dire avec une petite engine qui m'a pas aidé pour faire des vidéos. On se retrouve enfin pour un nouveau test. Alors aujourd'hui c'est un terminal de chez Alcatel, l'Idol X. Ça tombe plutôt bien puisque le X Plus a été dévoilé, a été présenté plutôt à l'occasion du CES. On a vu cet appareil, on l'avait vu un peu avant, mais il a été réellement présenté. On vous a proposé des prises en main à l'occasion du CES à Vegas. Donc là, on va voir ce que vaut en fait ce Idol X entre guillemets moins, qui est la version classique, on va dire, du X. Alors, on va commencer par un rapide déballage et puis je vais passer par les specs de l'appareil. On a quelques papiers, mais rien de bien transcendant là-dedans. On a le bloc chargeur classique, un câble USB, micro USB et des écouteurs, c'est du intra-auriculaire. Voilà, avec petite main libre. C'est tout pour la boîte. Et on va du coup pouvoir passer au spec de l'appareil. Alors, il y a un truc très important à savoir sur ce X, et j'ai mis honnêtement un petit peu de temps à m'en rendre compte. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a deux versions du Idol X. Il y a le 6040D et le 6040X. Le D comme Dual SIM, c'est l'appareil Dual SIM. C'est un appareil qui coûte à peu près 350 €. C'est celui qui coûte le plus cher des deux versions. Et c'est un terminal avec Dual SIM, donc deux SIM possibles, deux micro SIM possibles, et qui possède 8 Go de mémoire interne. Vous divisez à peu près par deux pour avoir la mémoire réellement disponible pour l'utilisateur. Ensuite, on a la version single SIM, c'est le 6040X, c'est celui que j'ai ici, qui est 16 Go, divisé par 2 également pour l'utilisateur, et qui est single SIM et qui coûte un peu moins cher, qui coûte 290 €. Alors c'est des prix vraiment approximatifs. Hélas, c'est un appareil qui n'est pas facile à trouver. On trouve les deux versions. En France, on trouve peut-être un peu plus la dual SIM, donc faites juste attention à ça. Dans les deux cas, vous avez un slot micro SD jusqu'à 32 Go. Alors sur le site d'Alcatel, il y a écrit 32 et 64 Go. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais d'autres personnes mentionnent 32. Je ne peux pas vous garantir que les cartes 64 sont compatibles avec cet appareil. Vous pouvez toujours essayer. Enfin bon, voilà, ça c'était juste pour l'introduction. Aujourd'hui, on teste le X, donc le 6040X single SIM, avec micro SD et 16 Go de mémoire interne sur le papier, mais l'expérience est tout à fait la même sur le dual SIM, sauf que bien sûr vous avez cette gestion des deux SIM qu'on n'a pas ici, bien entendu. Alors, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.2.2 actuellement, il a été dévoilé en 4.2.1 si je ne me trompe pas. On a un écran de 5 pouces 1080 par 1920, c'est du IPS LCD qui est plutôt bon. On a donc deux versions de mémoire 16 et 8 avec micro SD dans les deux cas, un appareil photo 13,1 mégapixels à l'arrière, flash LED juste en dessous, 2,1 mégapixels à l'avant juste ici. Il tourne sur du quad-core de chez Mediatek à 1,5 GHz et il a une batterie de 2000 mAh. Il pèse 130 grammes, ce qui est, on va dire, dans la moyenne pour un appareil de genre. Plutôt léger pour un appareil 5 pouces quand même. Et il mesure 6,9 mm, ce qui est plutôt fin, ça c'est agréable. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau des specs. Je vous ai donné les prix approximatifs, j'admets, voilà, c'est 350 € max normalement pour la version Dual SIM et 290, 300 €, voire moins parfois pour la X. Vous pourrez trouver des prix mieux que ça, hein. Là je vous donne vraiment les prix que j'ai trouvés après avoir fait une petite recherche. Alors, c'est un appareil qui est assez sobre en termes de design. Je vais le comparer très rapidement à un appareil qui lui ressemble beaucoup, je trouve. C'est tout simplement le Nexus 5. Alors, oui, en termes de forme, on n'est pas sur le même type de forme d'appareil. Mais cela étant dit, on a quand même cette face avant où il n'y a pas de marque. Et ça, c'est important pour certains. Et c'est vrai que du coup, ça lui apporte une sobriété qui est plutôt agréable, moi je trouve. Avec là-haut la sortie audio, je vais m'attarder un peu sur le design. Je vais recomparer à d'autres appareils après, vous inquiétez pas. Là, on a la sortie audio, la caméra frontale, quelques capteurs. Ici, on a les touches classiques, retour, accueil et menu. Il y a un truc qui est important à savoir sur cet appareil, c'est que contrairement à certains autres 5 pouces,
ces boutons sont sensibles dans le design, donc pas dans l'interface, et ça fait en sorte que, par exemple ici, comparé à un Nexus 5, vous avez quand même plus de place, globalement sur l'écran, vous pouvez utiliser réellement les 5 pouces du terminal, ça fait quelque chose d'assez tout en hauteur, finalement, et donc c'est plutôt agréable, notamment sur le web, hein, vous le verrez quand on passera là-dessus. Sur la droite, ici, on a le slot micro SD qui s'ouvre très facilement avec un système aimanté. Vous appuyez sur la petite boule ici et ça s'ouvre. Bon, c'est bien fait. Le bouton de volume, c'est à peu près tout. On a des tranches là en plastique droite. C'est pas comme sur le Nexus 5, mais ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Mais c'est mat. En bas, jack 3.5. Si vous arrivez à le voir. Jack, non, pardon. Micro USB, micro. À gauche, le slot pour la SIM. Donc là, il n'y en a qu'un. A priori, j'ai pas vu la version Dual SIM, mais je pense que le deuxième doit être derrière ici, quelque chose comme ça. Et là, on a le jack 3.5 mm juste ici, et le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Alors, le premier truc que j'ai constaté sur cet appareil, c'est que le design est quand même réussi. C'est quelque chose qui est... c'est un appareil qui est fin, assez léger, de bonne finition, on passera là-dessus après, vous inquiétez pas, mais en gros, quand on le prend en main, c'est assez agréable, et ça, c'est une bonne chose. On sent qu'il y a quand même une bonne finition, il y a un bon travail qui a été fait sur le design. Malgré tout, je pense qu'il y a quelques petits soucis ergonomiques. Au niveau des boutons, principalement, et je vais terminer comme sur l'arrière, c'est pas très logique, désolé, mais là, dans la version rouge, ce qui apparaît un tout petit peu rosé à l'écran, là, à la vidéo, mais il est beaucoup plus rouge dans les faits. Appareil photo qui ressort un tout petit peu, mais qui est légèrement protégé par une bague, là. Le flash et le haut-parleur juste en bas, avec des tout petits reliefs pour éviter que le son soit étouffé. Alors, ce que je disais sur l'ergonomie, en gros, c'est un appareil tout en hauteur. C'est bien, mais je pense que ça demande du coup à privilégier les positions latérales pour les boutons, puisque comme il est tout en hauteur, il faut aller encore plus haut pour chercher le bouton qui est sur le dessus. Je prends pour exemple celui-ci où le bouton est sur la droite là, vous le prenez dans la main comme ça, c'est beaucoup plus facile à gripper que d'aller chercher avec son doigt ici. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Là-dessus, donc ça rend ce bouton assez difficile à utiliser. Difficile entre guillemets, bien entendu. Hein. Voilà, on s'y habitue. Le problème, c'est qu'il ressort pas beaucoup. Et je pense que voilà, vous le voyez ici, le relief est très 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 léger. Idem pour le bouton de volume, qui est peut-être d'ailleurs un petit peu bas à mon goût. Oh, non, ça va à peu près. Mais c'est vrai qu'il est un peu bas, on est obligé de plier un peu son doigt. Le point principal étant que voilà, cette touche-là, je pense qu'elle est un peu mal faite. C'est très difficile de la localiser puisqu'elle a quasiment pas de relief. Elle est tout en haut. Il n'y a aucun autre moyen de déloquer l'appareil. Donc pour une touche que vous allez utiliser régulièrement tout au long de votre journée, je pense que c'est un petit peu dommage. Ça peut sembler un détail pour certains et ça vous gênera probablement pas, mais je préférais le mentionner. Il y a autre chose à savoir, c'est que je trouve, ça c'est encore pour chipoter, hein, mais je suis là pour ça, que les touches en bas, les touches sensibles, ont une zone sensible, justement une zone d'action qui n'est pas assez grande. Typiquement, il faut vraiment appuyer juste au niveau de l'icône pour que ça se déclenche. Voilà, donc là ça se déclenche, et si j'appuie un tout petit peu au-dessus, normalement, ouais, voilà. Et vous voyez pas forcément bien, mais là je suis quasiment dessus. Et le truc, c'est que quand l'écran est verrouillé, ou pas forcément verrouillé, mais quand l'appareil fonctionne depuis un certain temps, voilà, vous voyez, ça par exemple, vous les voyez absolument pas. Donc, si le repère visuel, c'est l'icône lumineuse, bah, quand elle est éteinte, vous les voyez pas. Et je pense qu'au début, vous allez peut-être un petit peu galérer. Après, bien sûr, vous savez exactement où se trouve la touche, parce qu'à force de l'utiliser, vous avez des réflexes. Mais bon, voilà, ça c'était juste mon petit point sur l'ergonomie, peut-être un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu, mais voilà, je voulais mentionner ces petits points, parce que je trouve ça un petit peu dommage, et je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus au niveau du... Oui, sinon, une haute similité avec le Nexus 5, c'est qu'on a une coque en arrière qui est très très similaire, hein. C'est un même toucher, mat, qui est agréable. Ça se ressemble pas mal. Si je voulais juste, avant de passer à l'interface, vous montrer les différences de taille, ça c'est un Z1 qui est quand même plus haut, plus large et plus épais, si je me trompe pas. Ouais, ils sont pas très très loin. Et puis à côté, hop... un petit S4 est petit, effectivement, puisqu'il a un écran un peu plus petit.
un peu, ouais, même épaisseur à peu près, et le S4 est un chouïa plus large, très légèrement. Voilà, c'est tout pour ce petit comparo. J'ai un G2 aussi dans le coin, mais on va s'arrêter là. Alors, côté interface, on a du Android 4.2.2 avec une surcouche légère qui est très bien, en fait, tout simplement. Là, quand vous démarrez ici, vous avez la possibilité d'accéder rapidement à tout ce qui est message, appel, et là, vous voyez peut-être mal appareil photo, et vous pouvez bien sûr déverrouiller, vous avez aussi l'heure, ce genre de choses. Vous pouvez également, je vais vous le montrer, utiliser les systèmes de widgets qu'on trouve dans Android, qui a été légèrement tweaké, légèrement modifié par Alcatel. On voit des widgets qui sont vraiment qui ont été modifiés. Là, on le voit avec ce côté transparent, c'est plutôt sympa. Bon, ce genre de truc. Vous avez quand même des widgets, mais c'est pas exactement le même système que celui disponible dans Android de base. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un accueil classique, un menu principal avec tri, appli et télécharger. On peut trier ici par nom et par date. On peut également désinstaller une application en restant appuyé dessus, en la glissant vers le haut de l'écran, ça c'est classique. Google Now s'active en appuyant ici, ce qui est un peu déroutant au début parce que normalement c'est pas comme ça forcément que c'est censé se passer, mais il faut appuyer en fait sur menu pour avoir le multitâche qui est plutôt bien fait avec le contexte de l'application qui reste là, bien visible, les applications en cours de lancement qui s'affichent ici, on peut faire tout effacer, moi je trouve que c'est bien fait. Le tiroir des notifications juste là, classique, que vous connaissez a priori pas mal, mais vous pouvez aussi également descendre à deux doigts ou utiliser l'option en haut à droite pour activer ça, pour afficher ça, qui est vraiment l'écran classique d'Android, légèrement retravaillé avec les options classiques type Wi-Fi, ce genre de choses. Ce qui est quand même sympa, c'est que vous avez juste à appuyer sur l'icône. Parce que pour ceux qui savent un peu comment ça se passe dans Android brut sur les Nexus, quand j'appuie sur Wi-Fi, ça active pas, ça fait pas activer désactiver, ça fait accéder à l'écran qui d'ailleurs normalement, non, ça marche pas l'appui prolongé là-dessus, c'est dommage, ça aurait été cool, qui normalement vous amène ici quoi. Voilà. Au niveau de l'accueil, on a la possibilité de déposer des widgets, des icônes, ce genre de choses. Donc là voilà, et vous voyez des widgets customisés par Alcatel. Si je reste appuyé, j'ai cet écran-là, avec les applications téléchargées, les widgets téléchargés, non, les applications téléchargées ici. Non, les widgets, ok, pourquoi il me dit télécharger et widget? Bon, ok, peu importe. Je trouve ça un peu bizarre, ouais, il n'y a pas de séparation entre les deux. Ça changerait en fait, c'est les mêmes. Bon bref, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris un truc. Donc là, vous pouvez afficher les widgets et vous avez des trucs classiques, comme là l'agenda classique d'Android. Et vous avez également là un widget personnalisé par Alcatel, celui que vous avez vu sur l'accueil. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont comme celui-là, Contact. Et c'est dans une logique flat design, avec des icônes assez plates, entre guillemets. Et ça rend plutôt bien. Moi je trouve que c'est très sympa, ça me fait un peu penser à ce que fait Huawei, à ce qu'on a vu chez ZTE notamment, ou Xiaomi. Il y a beaucoup de constructeurs chinois d'ailleurs qui font ce genre de choses, et c'est plutôt bien. Il y a un truc un peu original sur cet appareil qui est surprenant je trouve, c'est cet écran là. Alors on dirait pas, mais en fait c'est un écran avec des widgets qui défilent dans ce sens là. C'est un peu particulier, et d'ailleurs je le maîtrise pas tout à fait. Attendez, on va essayer un petit truc. Juste de déposer un widget dessus. Tu veux bien? Ah oui, je suis déjà en mode édité, pardonnez-moi. Voilà. Si je vais là, non, là. Est-ce que je peux déposer ce widget? Ouais, voilà, ok. Vous les rajoutez à la suite, vous voyez? Donc c'est un peu différent. Je sais pas, c'est une bonne idée en soi, je trouve. Si vous n'avez pas envie de défiler latéralement comme ça, vous avez un système vertical de cette façon-là. Et d'ailleurs, les widgets, vous avez vu, mais celui-là, il reste interactif. Et puis, vous avez ici la possibilité de mettre aussi ce type de widget qui rend assez bien, si j'arrive à le faire marcher. Attendez. Non. Pourquoi il... Maintenez le doigt pour choisir des images. Ouais, mais j'ai déjà... Attendez, bon, je vais choisir un album. Je croyais vraiment l'avoir fait, ça. C'est pas grave. Donc là, ça va charger des albums, et après, vous avez juste la possibilité de défiler dans vos images de cette façon-là. Bref,
Ça, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on a juste un tout petit truc dans les paramètres d'abord. Je vais vous montrer vraiment les 2-3 options dans les paramètres qui valent le coup. La première étant barre d'état qui vous permet de personnaliser les notifications que vous voulez voir s'afficher dans la barre de notification là-haut. Donc vous cochez ou décochez les applications qui sont autorisées à envoyer des notifications sur votre appareil. Je trouve que c'est excellent comme idée. Je pense notamment à la joie Asphalt. Il y a des applications comme ça, vous savez très bien, quand vous les installez, vous avez des mauvaises surprises avec des tonnes de notifications de pub qui arrivent dans votre boîte là-haut. Là. Et ça, c'est un peu gênant. Il y a également gestion de la batterie. Je voulais juste vous montrer un truc, un stockage. Là, moi, je suis sur la version single SIM, donc normalement 16 Go, et je me retrouve avec 5,5 disponible pour moi. C'est vraiment peu. Je pense en fait qu'il y a vraiment une distinction entre la ROM et la mémoire disponible pour l'utilisateur, et ça se calcule sur les 16 sur le papier qui sont dans les faits à peu près 12, donc on arrive à peu près 6. Enfin vous voyez, c'est un peu dommage, je trouve que c'est pas beaucoup, et j'ai pas vu combien il y a sur la version 8 Go sur le papier, mais je pense que ça doit être assez faible, mais vous pouvez mettre une micro SD. Donc je termine là-dessus, on parlera d'autonomie bien sûr à la fin de la vidéo. Mais vous avez un mode éco classique ici, hein, un qui permet de désactiver le Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et un mode qui s'appelle économie maximale, qui réduit votre appareil à 5 fonctionnalités majeures. Je vais l'activer, vous allez mal voir à l'écran parce qu'il baisse la luminosité, mais vous avez la possibilité de passer des appels, les contacts, le calendrier, les SMS, vous avez les notifications, je suis même pas sûr que vous les ayez, et c'est à peu près tout. Et pour désactiver ce mode, il suffit juste de faire ça. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Et sinon dans les paramètres, je crois que c'est à peu près tout. Il y a pas mal de trucs sympas, hein. Des petites options en plus. Je pense que je vous ai montré vraiment la totalité. Il y a ces petits trucs là de gestes tactiles, mais ça c'est pas nouveau. Ok. On peut passer bien entendu des appels, vous avez des propositions qui s'affichent, ce qui est plutôt pas mal. Tout ça c'est personnalisé légèrement par Alcatel, hein. Vous voyez là tout ça c'est personnalisé, mais quand vous défilez là, bon ça ressemble un peu à ce qu'on connaît déjà. Là vous avez les contacts en accès rapide, ceux qui sont dédiés en fait à tout ce qui est téléphonie, je pense que vous connaissez. Ensuite on a les contacts ici, la liste intégrale des contacts. Également légèrement personnalisé, mais au niveau des fonctionnalités, ça s'arrête au truc de base, quoi. Vous rentrez là-dedans, vous avez le contact. Vous n'avez pas vraiment d'intégration sociale. Je vais essayer de prendre un contact où il y a au moins une page Facebook qui est liée. Ça va pas être celui-là. Peut-être celui-ci? Non, même plus. J'en avais une pourtant. J'avais lié mon compte Facebook dans un... Bon, j'ai dû le reset. Mais j'avais un compte Facebook et en gros vous avez juste, vous savez, le fameux lien vers la fiche Facebook. Voilà, vous n'avez pas d'intégration plus que ça. Ensuite, SMS, MMS classique également, qui avec une interface qui a changé légèrement, comme ça va être ça pour tout le test quasiment, hein. C'est du Android de base avec des interfaces légèrement tweakées et quelques petites fonctionnalités en plus qui peuvent valoir le coup. Le truc qui est important de noter ici, c'est que Alcatel préinstalle une version complète de SwiftKey, qui est, je pense que vous le savez, mon clavier préféré. Alors c'est pas, voilà, c'est mon clavier préféré pour des raisons. C'est parce que je pense effectivement que c'est un des meilleurs claviers pour Android. Donc d'après moi, c'est une excellente chose que de trouver SwiftKey par défaut là-dessus, dans une version complète. Alors il y a juste un truc à savoir, c'est que c'est la version complète, mais quand vous allez sur le Play Store, ça vous dit pas que vous l'avez installé, ça ne dit pas que vous l'avez acheté. Vous pouvez la désinstaller, je pense, mais je vous le conseille pas de fait, parce que vous pourrez pas la retrouver sur le Play Store. Du coup, vous n'avez pas, sauf erreur de ma part, les mises à jour via le Play Store. Donc c'est à noter, mais bon, moi je pense que dans l'état, là, cette version-là, elle est vraiment pas mal. Il y a une chose, je pense, si Alcatel fait des mises à jour software, je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour de SwiftKey qui seront pushées en même temps. Sur ça, je sais pas. Enfin bon, ce clavier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un clavier qui permet d'anticiper ce que vous tapez en fonction au fil de la frappe. Il s'habitue, il apprend un petit peu en fonction de ce que vous dites. Donc là, par exemple, je vais zoomer un petit coup. Hop, voilà. Du coup, il y a une petite vague à l'écran. Ok, donc là, par exemple, salut les copains. Voilà, typiquement, ça c'est une genre de phrase qu'on pourrait dire.
Après, moi, je l'ai pas beaucoup utilisé avec ce clavier-là. Du coup, là, il va pas me proposer vraiment de phrases que je dirais. Mais en tout cas, voilà, d'expérience, je sais que c'est un excellent clavier. Donc ça, c'est plutôt bien. Il manque peut-être un tout petit peu de fluidité, comme d'ailleurs un petit peu partout dans l'interface. Ça, je reviendrai là-dessus au fil du test, mais vous verrez que voilà, le problème principal de cet appareil, sans vouloir spoiler la conclusion, c'est qu'il n'est pas extrêmement fluide à l'utilisation dans le menu principal. On va passer là-dedans. Du coup, on a l'agenda, pareil, qui est l'interface de base Android, mais légèrement personnalisée et qui rend plutôt bien. Moi, de toute façon, ça a toujours bien fonctionné sur Android, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a pas mal d'applications préinstallées sur l'appareil. Ça, c'est à la fois bien et c'est à la fois, je trouve, un petit peu dommage. L'antivirus, pourquoi pas. Asphalt 7, je sais pas. Pourquoi pas, vous verrez, je vous montrerai comment il tourne à la fin. Après, Gameloft Live, Kingdom and Lords, Kingsoft Office, pourquoi pas Evernote, bon, c'est une bonne application donc on va pas se plaindre. Un truc qui me déplaît un peu plus, il y avait Deezer normalement, ouais. J'aime bien Deezer, mais c'est juste que j'aime pas le fait qu'un constructeur choisisse pour moi l'application musicale que je vais devoir utiliser. Bah, bien sûr, vous pouvez l'enlever, hein. D'ailleurs, hop, je peux. Oh, non, ça c'est une bonne. Voilà, j'étais même pas sûr quand je l'ai dit, c'est pour ça que je voulais vérifier. On peut pas la désinstaller, ça je trouve que c'est pas normal. Le constructeur devrait être neutre par rapport aux applications, par rapport voilà, aux services. S'ils proposent Deezer, je sais qu'ils ont un partenariat avec eux, tant mieux pour eux. Mais moi, si j'ai envie d'avoir Spotify et pas avoir Deezer sur mon terminal, ça change rien, hein, ça prend juste un peu de mémoire, c'est pas un drame. Mais je trouve ça dommage. Ok. L'antivirus, je crois que c'est AVG Antivirus Pro pour Android. C'est pas la version normalement définitive, donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va passer dans l'ordre du menu, même si c'est pas toujours logique. On a l'interface pour l'appareil photo, qui ressemble à ça, avec un switch ici photo vidéo. Vous pouvez zoomer de cette façon-là. Vous pouvez faire le focus en appuyant sur l'écran. Il est également possible. J'avais réussi à faire ça, mais normalement, voilà. Vous restez appuyé sur l'écran, vous faites le focus et vous prenez la photo. Vous appuyez une fois, ça fait le focus et vous pouvez ensuite prendre la photo comme ça. Voilà. Caméra frontale juste ici. Le flash en accès rapide, plutôt pratique. Et là, quelques petits paramètres. Alors tout ça, ça a été modifié hein, par Alcatel. C'est pas comme ça normalement que ça se présente dans Android. On a HDR, panoramique, nuit, sport. Plein écran, ça change le ratio en fait. Ils utilisent des termes pour parler de définition et de ratio qui sont pas les termes techniques. Donc par exemple là, on a plein écran, c'est pour dire que ça prend toute la largeur. Notez que normalement la résolution max, vous l'avez en mode 4 tiers. Je n'ai pas vérifié, mais d'expérience, je sais que c'est comme ça. Plein écran, hop, voilà, j'ai activé son déclencheur, ça c'est bien de pouvoir le changer, on a avancé après, et là voilà, on a taille d'image, grande, moyenne, petite, c'est pour changer la définition, grande, ce sera la plus grande, et petite, la plus petite, bien entendu. Donc si vous voulez faire du 13 mégapixels, il va falloir cocher grande. Vous avez une minuterie, retardateur, la géoloc, réglage des ISO et de l'exposition. Je trouve ça en fait un peu drôle le fait qu'ils utilisent des termes grande, moyenne, petite pour parler de définition plutôt que de parler vraiment donner les chiffres par exemple, ça peut être plus important. Et puis après derrière ils nous donnent la possibilité de régler l'ISO et l'exposition, c'est pas très cohérent en termes de communication. Mais au-delà de ça, moi je trouve que les options proposées sont très bien. Mode HDR qui est pas mal, on parlera de qualité. Photo, hein, quand je parlerai de la galerie, mais bon, en gros, qualité HDR, c'est pas mal, c'est pas trop surréaliste comme ça peut être parfois. Nuit, c'est pas mal parce que ça éclaircit beaucoup les photos, j'ai été d'ailleurs surpris. Vous verrez les échantillons sur le test écrit. Et sport, je l'ai pas testé, ça permet normalement de capturer plus rapidement les mouvements rapides. Enfin, plus proprement, plus clairement les mouvements rapides. Là, on est en vidéo, pareil, caméra frontale, on peut filmer avec la caméra frontale. Il filme en 1080p et c'est la qualité qu'ils appellent super fine, qui est juste ici. Voilà, et on peut régler l'enregistrement audio. C'est tout pour l'appareil photo. C'est une interface qui est plutôt fonctionnelle, qui n'a pas trop de fonctionnalités, il n'y a pas trop d'options intégrées, mais globalement, moi, elle me convient largement. Très bien. On a un assistant que vous aurez la première fois que vous démarrez l'appareil, qui vous aide
à configurer le terminal. Un scanner barcode, c'est pas moi qui l'ai installé, il était déjà préinstallé. C'est toujours utile, en plus c'est des applications assez propres. Batterie, ça c'est moi qui l'ai installé, on en parlera après. De l'autonomie. Là, la boussole, qui est plutôt bien, mais je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas forcément ultra passionnant. La calculatrice, ok, on va passer sur le web. Alors, pour le web, on a Chrome, mais on a également le navigateur, entre guillemets, par défaut, qui est juste ici. Je vais me concentrer sur Chrome, parce qu'au final, quand on teste les deux expériences, on a le même genre de... hop, on va aller sur test mobile. On a le même genre de, comment dire, de fluidité, de réactivité. Donc là-dessus, voilà, ça, ce sera la même chose que sur Chrome, et l'autre navigateur sera la même chose. Juste un truc à savoir, comme d'habitude, Chrome pour Android, ça permet aussi d'avoir la synchronisation avec vos différents terminaux, avec Chrome pour laptop ou pour PC, pour Mac, etc., etc. Voilà, si vous utilisez beaucoup les services de Google, vous préférerez peut-être utiliser Chrome pour Android. Dans tous les cas, l'expérience est la même. Alors, l'expérience est comment d'ailleurs ? Eh bien, sur le web, c'est vraiment pas top. Et comme vous pouvez le voir ici. Alors, test mobile, même dans la version mobile, j'admets qu'il n'est pas très léger. Donc, ça peut justifier. Et du coup, hop, on va aller sur un autre site. On va aller sur The Verge, qui nous propose une version vraiment light mobile ici. On va fermer la petite pop-up. Je vais attendre un tout petit peu. Tout est bien chargé. C'est un peu mieux. On va aller sur le site complet. Voilà, j'ai dû cliquer sur une news. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Full site, please. Merci. Ok. Ça a fini de charger. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça manque un tout petit peu de fluidité, mais c'est acceptable. C'est acceptable. Il me semble d'ailleurs que sur... écoutez, on va quand même jeter un œil parce que j'avais dans ma tête une expérience quand je l'ai testé qui était pas si bonne que ça. Donc tant mieux, hein, tant mieux. Il me semble que j'avais aussi essayé celui-là et que c'était pas top. On va aller sur le même site du coup, TheVerge.com. Ah. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir là-haut, il n'y a pas de carte SIM. Je l'ai testé, mon test a été fait la plupart du temps avec une carte SIM, et là j'ai préféré l'enlever pour la vidéo. Non, ça va, ça va. Non, c'est juste test mobile qui est un peu lent, sa version mobile. Mais non, dans l'expérience web est correct, ça va. Et ça, c'est d'ailleurs surprenant, écoutez, parce que je sais pas si ça se voit, mais quand on est dans l'interface, ben c'est pas extrêmement rapide quoi. Je sais pas, je m'attendais vraiment à mieux et c'est un tout petit peu saccadé de temps en temps. J'ai vérifié, il n'y a pas de mise à jour disponible, hein, donc c'est pas ça le problème. Contact, on a vu. Dictaphone, bon, c'est un dictaphone. On en a même deux. Ça, je sais pas pourquoi on en a deux. Il y en a sûrement un par défaut dans Android, mais je crois que c'est celui-là. Bah, je suis pas sûr. Côté email, alors ça, je vais pas vous le montrer, mais c'est le client de base dans Android, légèrement personnalisé. J'ai mis des captures sur le test écrit, vous pouvez regarder, parce que j'ai dû le reset. Économie maximale, ça vous le connaissez. J'en ai parlé tout à l'heure. Là, ici, c'est la galerie classique dans Android, qui est plutôt bien, fonctionnelle. Il y a un tout petit truc en plus, qui est plutôt fun, c'est ça. Et ça, c'est intégré dans le système. Ça permet tout simplement de créer des espèces de montages de plusieurs photos. Moi, je trouve ça très bien, très pratique. Donc, vous sélectionnez vos photos, vous faites lancer montage, et voilà, ça fait ce genre de truc. Je pense que vous connaissez, et vous pouvez vraiment affiner le truc correctement. Vous avez des modèles, voilà. Et moi, je trouve ça sympa. Non, ça marche bien. Et ce genre de truc, typiquement, c'est si vous voulez... je sais pas, il y a pas mal de trucs comme ça, si vous voulez montrer des étapes, si vous voulez montrer... vous voulez juste envoyer une photo sur Twitter, Facebook, Instagram,
où ça résume en gros un événement. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez 3 photos, vous les mettez dans un montage, vous les uploadez et c'est réglé. Et moi je trouve que c'est bien fait, c'est intégré dans l'interface, donc ça c'est propre. Juste un tout petit truc, je voulais vous parler qualité, il y a un tout petit truc que je voulais vous montrer qui est plutôt intéressant. Le mode macro fonctionne bien, je trouve. Bon là on voit pas très bien, je pense comme ça, mais regardez les échantillons sur test mobile en taille originale. Ça c'est le flash, bon c'est pas excellent, mais ce que j'aime bien, bah voilà, typiquement ça se voit pas, mais c'est pris en condition où il faisait vraiment noir dans la pièce. Enfin, pas noir, hein. Il y avait un tout petit peu de lumière, et ça c'est avec le mode nuit. Alors bien sûr, l'image est assez bruitée, hein. Vous voyez, on voit beaucoup de bruit partout dans l'image, mais au moins on a quand même la possibilité de voir un peu les sujets, quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est la même problématique un petit peu que, c'est pas du tout la même chose, hein, mais que sur les terminaux Lumia qui permettent de faire ça. Là, c'est moins bien, mais vous avez quand même ce côté éclairci qui est surprenant, je trouve, venant d'un appareil qui coûte pas une blinde, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le zoom, pas terrible du tout, hein, comme d'habitude sur ces terminaux flash numériques, comme sur 99% des smartphones. Et sinon, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Le mode HDR est bien. Et la vidéo, c'est pas mal. Le son est bon. Il y a un peu de bruit en fond. Si vous n'êtes pas dans un environnement très sonore, vous entendrez quand même le bruit de fond a priori. Mais sinon, la qualité est bonne et le focus se fait rapidement en vidéo. Donc ça, c'est bien. Si vous faites la mise à jour avec Hangouts, vous pouvez aussi définir Hangouts comme étant l'application de SMS par défaut. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, si vous utilisez beaucoup Hangout pour discuter avec vos amis ou votre famille, etc., via les services de Google, alors ça peut être pratique parce que ça mixe les deux. Mais si vous le faites pas, franchement, ça sert à rien. Vous avez une lampe torche préinstallée. Alors le lecteur Google Vidéo qui est présent, il est pas très intéressant. C'est vraiment ce lecteur de base et vous avez rien d'autre en plus à part Playfilm, et Playfilm qui permet pas vraiment de lire vos fichiers. Vous pouvez, mais c'est pas top. Et ça va être tout pour la vidéo, donc vous devrez vous contenter de celui-là. Vous pouvez en installer d'autres, c'est pas vraiment un problème. Et la lecture DivX fonctionne bien. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, il y a un petit jeu préinstallé aussi, Little Big City. Et a priori, lui... Ah si, lui, je peux le désinstaller. Alors pourquoi je peux pas désinstaller Deezer et je peux désinstaller celui-là? Je revérifie un truc pour pas... Ouais, non, Deezer, je peux pas les installer. Vous voyez, c'est un peu étrange tout ça. On sent qu'il y a des partenariats pas pareils qui ont été passés avec une boîte. Mes fichiers, mes parcours, ça c'est pas très intéressant. Maps qui marche bien, la météo. Ok. Voilà. Et mise à jour du système. Multitouch, ça c'est moi qui ai installé, ça marche très bien le multitouch, il n'y a pas de souci. J'ai pas parlé trop de l'écran. Je vais en parler juste avant de passer par la musique. Ça, vraiment, l'écran, c'est le truc que je cale où je peux à chaque fois. C'est un bel écran avec une belle densité de pixels. Je ne l'ai pas sous les yeux d'ailleurs, la densité de pixels, c'est pas grave. Mais vous avez quand même du Full HD en 5 pouces. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, si le focus arrive à se faire. Vous voyez, on ne voit pas les pixels. C'est vraiment clean. Et les couleurs changent vraiment pas. C'est la luminosité qui est altérée, vous voyez, quand je fais ça, et puis on a les reflets qui viennent avec la lumière dans ce sens-là. Mais concrètement, c'est un très très bel écran qui est en plus très lumineux, comme vous pouvez le voir là. Là, je suis au maximum normalement de la luminosité. Ouais, ici. Et ça rend vraiment très très bien. C'est un très très bel écran. Là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais bon, autant le mentionner. Mise à jour de système. Musique. Alors... Musique, je suis un tout petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé une interface un peu personnalisée par Alcatel et au final on a quelque chose qui est très légèrement personnalisé. On a le jaune ici et quand on lance des morceaux, on a juste cet écran là qui s'affiche comme ça, qui est pas normalement présenté comme ça. Vous avez aussi Play Music qui est disponible mais comme sur tous les terminaux Android. Mais là vous avez les fonctionnalités de base, quoi. Liste de lecture, vous pouvez ajouter les paroles si vous les avez, si elles sont dans le fichier. Répétition, shuffle, vous pouvez avancer, reculer,
Voilà quoi, il y a vraiment pas grand chose à dire. Vous connaissez je pense Play Music, qui est une application qui est un peu mieux faite. Je vais vous la montrer très rapidement et on regardera la qualité sonore du haut-parleur en tout cas sur ça. Voilà, donc il y a toujours cette petite pub au début. Et ensuite, après, vous allez dans ma bibliothèque. Alors, Play Music, pour ceux qui ne connaissent pas trop, permet également de synchroniser, et ça c'est intéressant, ces fichiers qui sont dans le cloud de Google. Également, si vous payez un abonnement de 10 € par mois, d'avoir accès à une bibliothèque de millions de fichiers, un petit peu comme un Spotify ou un Deezer. Voilà. Et là, vous avez le tri artiste, album, genre. Ça doit être un morceau qui est sur le cloud. Je vais retourner du coup dans, je sais pas, ouais, voilà, ici. Hop. Voilà. Vous regardez, enfin la couverture elle est pas bonne, hein. C'est toujours pareil, il y a un bug bizarre quand je mets mes MP3 avec les fichiers de test de qualité de l'écran avec, enfin bref. J'essaye d'avancer dans le morceau, mais visiblement il est dans le cloud, donc il veut pas. On va en prendre un autre. Le haut-parleur du Idol X, il est pas mal du tout. Il y a un bon volume qui est un peu au-dessus de la moyenne. C'est pas énorme, mais c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et la qualité est bonne même quand vous mettez le volume au max. C'est ce qui est finalement le plus important, je pense. Le volume est suffisamment élevé pour que vous puissiez bien entendre votre sonnerie, mais également de la musique, enfin ça dépend des conditions hein, bien sûr, mais surtout voilà tout ce qui est vidéo, indication GPS, ça fonctionne très très bien. Là-dessus il n'y a pas de problème, c'est un bon haut-parleur sur cet appareil. Navigation, ça on a vu, notes. Là ils appellent ça le One Touch Center, ça c'est pour connecter assez facilement votre terminal Android avec votre PC. Ça, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé cette application. One Touch Center, impossible de la trouver sur Internet. Alors, j'ai sûrement à le chercher, mais bon, a priori, elle existe hein, si elle est proposée. On a le One Touch Live, qui est une sorte de plateforme. Alors, attendez, il veut me faire une mise à jour, je ne vais pas la faire. Une plateforme où vous pouvez trouver quelques applications proposées. Bon, voilà, à télécharger. Ça, très bien. Les paramètres, ça on a vu. Vous avez le partage d'écran. En fait, ça s'appelle partage d'écran, mais c'est pour le. Normalement, ça fonctionne par Mirasol, si je ne me trompe pas. Ou c'est du DLNA, quoi, tout simplement. Et là, il ne trouve pas de serveur. Partage internet qui est en accès ici. Vous avez quelques éléments des paramètres en fait qui sont proposés sous forme d'icônes. Vous avez photo ici, je pense que vous connaissez aussi, c'est ce système hein, de Google qui permet aussi de gérer vos photos, tout ça. Donc si vous n'aimez pas la galerie par défaut, vous pouvez toujours utiliser ça. C'est à vous de vous décider là-dessus. Si je peux revenir en arrière, ça serait bien. Play Store, il n'y a pas de changement. Radio, c'est radio FM. Vous avez besoin de mettre des écouteurs comme d'hab. Recherche vocale, il y a la sauvegarde One Touch. Qui permet donc de faire une sauvegarde de certains de vos fichiers. Donc vous devez sélectionner indépendamment. Je trouve ça un peu pénible, je l'ai fait et c'est un peu long à faire. Mais ça marche. Vous pouvez dire je veux sauvegarder toutes mes vidéos par exemple sur la mémoire interne de l'appareil. Après vous faites un reset du terminal et vous pouvez restaurer après en faisant restaurer ici. Ici. Voilà. Mais et la restauration peut se faire à partir d'autres éléments là. C'est bien. Je pense que c'est une bonne solution si par exemple vous avez une micro SD et vous voulez sauvegarder vraiment tout au contenu, vous êtes sûr. Après vous faites un reset, vous prenez soin de ne pas formater la mémoire. Normalement c'est pas proposé sur cet appareil. Et ensuite quand vous revenez, vous pouvez aussi faire. Vous avez vu il y a contact
il y a contact, message, ça c'est peut-être le plus intéressant pour vous, peut-être la sauvegarde des messages. Parce que le calendrier, c'est synchronisé avec Google si vous utilisez, contact aussi, marque-page aussi, donc il ne reste plus que message. Et voilà, moi je pense que ça peut être intéressant pour vous. Bonne petite fonctionnalité proposée par Alcatel. SMS et MS, on a vu les tâches, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je vais juste vérifier dans ma liste où j'avais parlé de pas mal de fonctionnalités avancées. J'ai parlé des montages, de la sauvegarde, personnalisation des notifications, économie maximale, la boussole, bon, c'est pas très intéressant, et aussi le mode économie maximale. Donc ça, j'en ai parlé. Voilà, ça, c'est vraiment la liste des petites fonctionnalités rajoutées en plus par Alcatel qui est plutôt sympa. Alors, on va passer maintenant sur l'autonomie très rapidement. L'autonomie sur cet appareil, en gros, c'est une grosse journée. Et quand je dis grosse, c'est pas exactement ça. C'est plutôt, on va dire, ok, c'est une journée en utilisation régulière d'un utilisateur de smartphone. Vous regardez vos mails, vous appelez, vous faites pas trop de GPS non plus, ça on va dire c'est avancé. C'est ce genre de choses. Maintenant, il y a assez peu de chances que si vous l'utilisez peu, pas du tout, oui, vous pouvez avoir 2 jours, il n'y a pas de souci, mais ça n'a pas d'intérêt. Si vous l'utilisez peu, par exemple quelques SMS, un peu de web, mais pas beaucoup plus, il y a assez peu de chances que le lendemain matin, vous ayez suffisamment d'autonomie pour faire la journée complète, la deuxième journée complète. Donc ça, c'est bon à savoir. En gros, vous avez, c'est la moyenne de tous les smartphones quasiment, mais c'est en gros une journée entière. Parfois, si vous l'utilisez vraiment un peu plus, moi ça m'est arrivé de l'utiliser un peu plus et de me retrouver en fin de journée avec une batterie vide. C'est un peu dommage, mais honnêtement, ça c'est un comportement a priori, hélas encore, classique pour un smartphone. Donc dans la moyenne, au niveau d'autonomie. Pour les perfs, et ça c'est un point, je pense, qui est central sur cet appareil. Je trouve que les perfs sont vraiment décevantes sur ce terminal. Sur le web, c'est pas si mal. C'est pas excellent, mais c'est pas si mal. Dans l'interface, globalement, ça se voit peut-être mal à la caméra et je donne peut-être l'impression de chipoter, mais pour l'avoir utilisé quasiment une semaine comme appareil principal, je trouve que tout va un tout petit peu trop lent. Ça va pas gêner tout le monde. Moi, je suis habitué à utiliser des flagships et c'est ça aussi peut-être mon entre guillemets handicap. C'est que je venais juste avant d'un Nexus 5, bien entendu. Donc forcément, j'ai l'impression que c'est lent. Mais il y a des moments où vraiment c'est légèrement saccadé. Et je trouve que c'est désagréable. J'ai vérifié s'il n'y avait pas de mise à jour. Il n'y avait pas de mise à jour. Donc je suis resté dans cet état de firmware. Il y a un autre truc à savoir, c'est qu'au niveau des benches, ça confirme en fait mon impression. Même, et c'est pas toujours le cas. Parfois les benches sont pas très très bons et l'expérience dans l'interface est excellente. Donc c'est pas toujours lié. Là, ici, ah ouais, c'est des benches que j'avais fait avant de le reset. Alors attendez, je sors les scores. Là, je suis sur mon test écrit que j'ai écrit exceptionnellement avant de faire le test. Bref. Donc, N22, vous avez 15 400, ce qui est en dessous du Nexus 4. Donc, c'est pas excellent pour un quad-core récent. Mais bon, voilà, ça c'est c'est les scores qu'il affiche. D'ailleurs, c'est cohérent parce que sous Vélamo, pareil, il fait un score qui est juste en dessous du Nexus 4. Et sous Quadrant, il fait un score qui est légèrement au-dessus du One X, qui est un appareil qui n'est pas tout à fait récent. Donc oui, c'est un quad-core, mais c'est un quad-core de chez Mediatek. Les quad-core de chez Mediatek sont un peu plus poussifs généralement, pour l'instant, en tout cas celui-là. Et donc c'est pas super satisfaisant. Moi, mon problème là-dessus, c'est que dans l'interface, c'est un petit peu saccadé, pas toujours, mais c'est un peu saccadé. Et même les jeux. Alors, je vais devoir le réinstaller. Ok. On se retrouve dans une seconde. Bon alors, moi en fait, j'avais essayé, j'avais testé avec Asphalt 7, qui est le jeu qui était proposé sur l'appareil, et en fait, l'expérience n'était pas très bonne, c'était un petit peu saccadé, et je trouvais ça très étonnant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant le test, vous avez vu, j'ai désinstallé une des applications de Gameloft. Et du coup, je peux plus jouer à Asphalt 7, c'est pas grave. Du coup, j'ai choisi d'installer un autre jeu. Et en fait, l'expérience va dépendre aussi de l'optimisation des développeurs du jeu, quoi.
Donc par exemple j'ai essayé Fruit Ninja, ça passe super bien, c'est un jeu relativement léger en fait finalement. Là sur Minion Rush, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aurais vraiment aimé vous montrer comment c'était sur Asphalt parce que c'était pour moi représentatif du défaut principal de cet appareil qui est que les performances sont pas toujours excellentes. Enfin, sont pas toujours bonnes plutôt qu'excellentes. Et là, là-dedans, c'est jouable, vous avez vu. Donc ça passe plutôt bien. Dans tous les cas, le point principal, enfin, on va du coup passer à la conclusion, mais le point de défaut principal, le point négatif principal sur cet appareil, d'après moi, c'est les performances qui pourraient être meilleures dans l'interface. Je trouve que quand même, quand vous le manipulez, c'est pas extrêmement rapide, il y a toujours un léger décalage, c'est pas gênant dans le sens où si vous attendez, si vous le savez, ça va pas vous déranger. C'est juste que si vous attendez à avoir une excellente expérience, une excellente fluidité dans l'interface, vous serez déçu. Ça c'est juste à prendre en compte. Après, oui, sur le papier, les specs enfin sur le papier. Dans les benches, les scores sont pas très élevés et effectivement, si vous essayez d'installer tous les derniers jeux, vous allez peut-être être un petit peu déçu. Moi, comme je vous dis, je suis désolé de pas avoir pu vous montrer ça, mais dans Asphalt 7, j'ai vraiment du mal. Ça passe pas très bien du tout, malgré le fait qu'il soit préinstallé. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Deuxième point négatif, l'ergonomie qui est un peu moyenne. Je vous ai parlé des boutons, etc. Maintenant, ça, c'est un truc que vous pourrez vous y habituer. Donc, c'est pas non plus extrêmement important. Et dernier point, c'est la mémoire intégrée au terminal qui est pas très élevée. Vous êtes en 16 voire 8 et avec la moitié qui est disponible pour vous. Bien sûr, vous pouvez upgrader avec une micro SD, mais ça nécessite l'achat d'une micro SD. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage. Sinon, il y a quand même pas mal de points positifs sur cet appareil. Un design qui est globalement réussi en mettant un peu de côté l'ergonomie, de bonne finition, un très bel écran. Une belle surcouche avec beaucoup de fonctionnalités, avec quelques fonctionnalités intégrées par Alcatel qui apportent quelques petits trucs et ça c'est plutôt bien fait. Vous avez la possibilité d'être en dual SIM si vous avez l'appareil en version dual SIM, ça je pense que ça fait partie des points positifs et vous avez également une qualité photo qui est plutôt bonne et une qualité de haut-parleur qui est également plutôt bonne. Donc il y a pas mal de points positifs sur cet appareil et en fait, ce que je pense, c'est que s'il n'y avait pas ces quelques petits manques de fluidité dans l'interface, parfois en jeu, enfin en tout cas moi de ce que j'ai constaté de toute mon expérience de test, c'est que ce serait clairement un appareil incontournable finalement cette année, quoi. C'est pas un prix qui est extrêmement élevé. Le seul problème, c'est que si on part par exemple du principe que vous trouverez pas forcément la version single SIM, honnêtement elle est très difficile à trouver, je trouve. Vous partirez sur une dual SIM, 350 €, 349 €, 350 €, c'est le prix d'un Nexus 5 dans sa première édition 8 Go et qui vous garantit une bonne expérience dans l'interface et partout ailleurs. Après, vous mettez un tout petit peu plus, vous mettez 49 €, enfin 50 € encore, et vous avez la version 16 Go. Si je me trompe pas, c'est 8 et 16, ou c'est 16 et 32. Ça, c'est d'ailleurs, je m'en rappelle plus, mais bref, peu importe. Enfin, c'est cet ordre-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des terminaux qui rentrent en concurrence de ce genre d'appareils qui sont quand même excellents, comme le Nexus 5 et qui sont pas très chers. Donc à prendre en compte, moyennant quoi, ce terminal-là, il offre quand même globalement une bonne prestation. La surcouche est vraiment très intéressante, un bon design. Bon, je ne vais pas vous répéter les points positifs, mais il y a quand même un gros travail qui a été fait par Alcatel. Et moi, j'ai hâte de tester le Idol X Plus, parce qu'à mon avis, il corrige tous les petits points de manque de fluidité qu'on peut avoir sur celui-là, tout en proposant un design qui est assez proche et le reste qui se ressemble pas mal d'ailleurs. Donc j'ai hâte de le tester, mais en tout cas celui-là, ça reste, voilà, si vous avez une bonne offre pour ce terminal, honnêtement, c'est une bonne affaire. C'est juste que vous attendez pas à avoir d'excellentes performances et aussi une autonomie qui est au-delà, elle sera pas au-delà de la moyenne, c'est une journée. Voilà, c'est à peu près tout pour ce Idol X. Si vous avez des questions, enfin Idol X d'Alcatel, One Touch, si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.